Dans cette vidéo, je vais vous partager selon moi le meilleur ETF S&P 500 sur PEA. Avant de commencer, cette vidéo, c'est pas un conseil d'investissement, c'est uniquement mon partage d'opinion et chaque investissement comporte un risque de perte, un capital. Bref, je pense tout ça, vous le savez. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se retrouver sur ce site Just ETF. C'est un comparateur, un agrégateur d'ETF. C'est vraiment un site hyper puissant pour choisir son ETF. Donc directement, on se retrouve dessus. On va dans sélecteur d'ETF, trouver des ETF. Donc là, premièrement, comme on veut être sur le PEA, je vais aller à gauche dans mes critères que je vais cocher. Je vais faire éligible au PEA et ensuite, je vais taper mon indice S&P 500. Tac. Là, je vois que sur mon PEA, j'ai 11 ETF qui sont éligibles au PEA. Et donc là, le premier critère qu'on va regarder, ça va être l'indice parce qu'on peut avoir des indices ajustés. Par exemple, un S&P 500 ESG ou là, S&P 500 US Consumer Staples, Industrials, etc., etc. Donc ces deux-là, ils ne m'intéressent pas. Là, c'est un S&P 500 classique. Là, pareil, 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 pareil. OK, donc j'ai que ces deux-là qui ne sont pas le S&P 500 que j'étais venu chercher. Donc ces deux-là, on ne va pas les considérer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la politique de distribution. Est-ce que c'est capitalisant ou distribuant? Quand on est un jeune investisseur, qu'on débute ou qu'on est au début de notre période d'investissement, en général, on va surtout faire du capitalisant. Pourquoi? Parce qu'on va réinvestir les capitales, les dividendes, pardon, ce qui va permettre de faire croître plus rapidement le capital et notre poche investie va grossir plus rapidement. Alors que distribuant, c'est plutôt quand on a atteint une taille de patrimoine cible et qu'on veut vivre des fruits de nos investissements. Ça sera plutôt ça. Il peut y avoir des exceptions, on peut faire un peu différemment, mais globalement, capitalisant, on veut grossir vite, distribuant, on veut vivre de notre patrimoine. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça sera plutôt du capitalisant. Yes, donc je tape ici. Donc là, ça m'en enlève un. Toujours eux deux, ils ne sont pas bons. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, donc déjà aussi, on a du basé sur swap non financé. Pourquoi ETF synthétique? On est sur PEA. Je l'ai expliqué plusieurs fois sur d'autres vidéos, rapidement. Sur le PEA, c'est plan épargne en action de boîtes européennes. Et donc, S&P 500, c'est les US. Normalement, on ne l'a pas dans le PEA. Comment on fait? C'est via un ETF synthétique. Donc, comment ça se passe? Dans mon ETF, j'ai des boîtes européennes et je vais aller chercher la performance d'un indice qui n'est non européen avec un produit dérivé qu'on appelle le swap. C'est pour ça qu'il y a marqué basé sur swap non financé partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Il y a un autre critère qui va un peu affiner notre stratégie qu'on va voir ici. Tac, tac, tac. Ouais, c'est la couverture. Le S&P 500, c'est des dollars. Donc, c'est des boîtes aux US qui sont cotées en dollars. Même si elles peuvent faire du chiffre d'affaires en dehors que des US, à la fin, le siège économique est aux US. Et donc, ça va être coté en dollars. Nous, on est en euros, comme on est dans l'espace économique européen et qu'on est en zone euro surtout. Et donc, on va se prendre le risque de change euro-dollar. Il n'y a pas de c'est mieux d'hedger, c'est pas mieux d'hedger, c'est juste est-ce que c'est un risque que vous êtes prêt à prendre? Si oui, bah, ne faites pas un ETF hedgé. Si vous voulez vous hedger contre le risque de change, par exemple, sur le début d'année 2025, ce hedger contre le risque de change était un meilleur choix. Historiquement, pas forcément. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est est-ce que vous comprenez le change euro-dollar et ça va être quoi les variables qui vont faire changer ce cours euro-dollar? Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ces risques? Oui. Dans ce cas-là, faites du euro-dollar. Ne hedgez pas votre ESG euro-dollar. Et si vous ne comprenez pas ou vous avez peur, peut-être plutôt hedgez-le. La contrepartie, c'est qu'en général, sur les ETF hedgés, on va avoir des frais qui vont être supérieurs. J'essaye de trouver mes ETF hedgés. Donc là, c'est un hedgé. Et là, c'est des hedgés. Donc là, on a 0,28, 0,12. Et en vrai, le 0,12, il n'est pas forcément plus cher. Lui est plus cher que les autres, mais pas forcément lui. Donc bref, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Est-ce que vous voulez hedger? Oui, non. Pour moi, c'est juste, posez-vous la question, est-ce que je comprends l'ensemble des variables qui font bouger ce cours euro-dollar? Si je les comprends et que je suis à l'aise avec le risque, ok, je peux y aller. Si je ne comprends pas, faut que je creuse. Et si je ne comprends toujours pas et que je ne suis pas prêt à accepter ce risque, c'est peut-être mieux de faire un ETF hedgé. C'est mon raisonnement, c'est mon opinion. À vous de faire aussi votre propre opinion. Donc, je vais partir du fait que je vais faire les deux cas. Premier cas, on va le hedger. Et deuxième cas, on ne va pas le hedger. Donc, couvert, je vais en avoir 3. Tac, tac, tac. Donc, pour les ETF S&P 500 PEA hedgé, j'en ai 3. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On veut taille en fond au-dessus de 100 millions d'euros parce qu'on veut que l'ETF ait suffisamment d'encours sous gestion pour deux raisons. Première raison, l'émetteur, donc là, Amundi et BNP Paribas, il doit avoir suffisamment de taille pour qu'il soit rentable parce qu'il a des coûts de mise en place, etc. Et il se rémunère via les frais multipliés par l'encours.
Et c'est comme ça qu'il gagne. S'il n'y a pas assez d'encours, bah 0 fois 0,12, ça fait toujours 0, donc il ne va pas gagner d'argent. Et ses dépenses seront au-dessus de ses revenus. Du coup, il va perdre de l'argent. Donc, on veut au-dessus de 100 millions. Pour les 3, c'est bon. Et on veut les frais les plus faibles. On voit que là, c'est 0,12. Tac, on va regarder maintenant le prix unitaire. Est-ce que je peux le mettre dans mon portefeuille? C'est 24 euros. Je pense que vous investirez au moins 25 euros par mois, donc ça devrait le faire. Maintenant, on va regarder rapidement les autres. Donc celui-là à 0,28. On voit le prix unitaire à 0,42, donc il est un peu moins intéressant, sachant qu'il est plus cher en frais. Et lui à 0,13, on est à 21. Donc, si on veut avoir un peu moins de frais, on va plutôt privilégier lui. Après, celui-là a beaucoup plus de taille de fond. Donc pour moi, celui-là et celui-là, ils sont un peu kiff-kiff. Si on veut minimiser les frais, ce sera plutôt lui. Si on veut minimiser les risques, même si c'est deux gros ETF, un Moody, l'autre BNP, ça ne va pas changer grand-chose. Mais bref, pour moi, ce serait le premier, donc celui-là et celui-là qui seraient les meilleurs choix. Maintenant, si on va retourner sur des ETF non hedgés, tac, donc non couverts. Donc là, j'en ai 7. Pareil, ça va être le même raisonnement, au-dessus de 100 millions. Et le seul truc, c'est que si l'ETF est assez récent, comme là, comme la performance sur un an, je ne l'ai pas, parce que l'ETF a moins d'un an. Je vais le considérer à la fin pour voir. Donc celui-là, il a plus d'un an, il a que 43 millions. En plus, c'est un consumer staple, lui, industrial. Donc ça ne m'intéresse pas trop. Donc c'est pas mon S&P 500 que j'étais venu chercher. Donc ces deux-là, je ne vais pas aller les regarder. Je vais regarder uniquement ces quatre-là. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux le maximum d'encours et le minimum de frais. Donc j'ai ces trois-là qui sont intéressants. Je vais regarder lui au niveau du prix unitaire. Je suis à 50 euros, donc c'est OK. Je vais regarder les autres au cas où. 23 et... Tac, tac, tac. Et 29. Yes, donc ils sont assez similaires. Autre chose que j'ai pas dit, c'est que là, on voit que c'est coté en euros, coté en dollars et coté, je crois que c'est en euros, on va regarder ça, et que c'est coté en euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais reprendre ce qui est coté en dollars. En gros, là, quand on va investir, directement, on va se prendre du change euro-dollar. Donc là, il est coté en dollars. Donc directement, je vais me prendre un... En général, il y a un frais de transaction. Donc si je veux éliminer ce frais de transaction, ce ne sera pas forcément lui qui sera le plus intéressant. Ce sera plutôt soit lui, soit lui. Donc le premier est celui-là. Parce que je vais me prendre un frais de transaction pour le change euro-dollar, alors que je me prends déjà le change dans tous les cas, parce que je vais revenir en euros à la fin, donc ça sert un peu à rien selon moi. Si on n'est pas résident fiscal français, ça peut être intéressant, ou si on a beaucoup de dollars, ça peut être intéressant. Là, sur le PEA, comme ce qu'on veut faire, ce sera plutôt lui et lui qui vont être intéressants, parce qu'on est en euros. Et dans tous les cas, on va se prendre le risque de change comme on est non couvert. Donc, sur cet ETF et cet ETF, je suis assez indifférent. Après, si on veut vraiment, vraiment minimiser les frais, mais à 2 points de base, on a 0,12, 0,10 à 2 voire 3 points de base. Il y a celui-là qui est moins cher. Il a été créé il y a moins d'un an, c'est pour ça qu'on ne voit pas la performance sur un an. Et là, les frais sont vraiment pas chers, mais la taille du fonds est petite. Donc pour moi, c'est pas un gros risque comme c'est iShares derrière, mais à 2 voire 3 points de base, j'irai plutôt sur tac tac tac, celui-là, soit le BNP, soit le Amundi qui est celui-là, parce que je ne suis pas à 2 ou 3 points de base. Voilà, je pense on a vu tout ce qu'il fallait savoir, selon moi, pour choisir le meilleur ETF S&P 500 sur PEA, que ce soit sur un ETF couvert ou un ETF non couvert. Et je pense pour aller plus loin, je vais vous présenter d'autres éléments pour creuser plus en détail l'analyse sur les ETF. Je vais prendre un ETF, on va dire que celui-là, c'est vraiment le meilleur ETF S&P 500 sur PEA. Ce n'est pas forcément, mais pour l'exemple, je vais faire avec lui. Et donc, on va regarder plus en détail. Donc, je vais copier ce code ISIN par la suite. Et ensuite, il y a des informations supplémentaires qu'on va pouvoir aller chercher. Premièrement, dans la fact sheet, je vais vous montrer ça après. Aussi, là, on a d'autres informations. Donc, l'indice S&P 500, action US, la taille, les frais synthétiques, c'est un ETF, on est position longue. Donc, quand l'indice monte, notre ETF monte. Position short only, c'est quand l'indice augmente, mon ETF baisse. Donc, c'est comme un x-1. C'est pas un ETF ESG, on est coté en euros, non couvert contre le risque de change euro-dollar. Volatilité sur un an, 20%. Et là, d'autres informations. Là, j'ai ma performance sur différentes périodes et j'ai mon risque, ma volatilité, etc., etc. Là, je vois où c'est coté. Et pour aller plus loin, ce que je voulais vous montrer, on va regarder la tracking différente. Donc, c'est à quel point ça suit bien l'indice de référence.
Sur Just ETF, c'est difficilement trouvable. Sur Extra ETF, qui est un autre comparateur d'ETF, on va le trouver assez facilement. Donc là, j'avais copié mon code ISIN et on va aller sur Extra ETF. Donc maintenant, on se retrouve sur Extra ETF. Je vais coller mon code ISIN. Tac, ça charge. Je vais sur mon ETF. Et là, j'ai ma tracking différence. Donc c'est l'écart de performance sur un an de mon ETF par rapport à mon indice. Donc je suis à moins 0,52%. Je m'en moque un peu que ce soit moins ou plus. Ce qui me compte, ce qui m'intéresse, c'est plutôt en valeur absolue l'écart que j'ai. Plus il est élevé, moins c'est intéressant pour moi. Donc je peux comparer avec différents ETF pour la qualité de réplication. Aussi, d'autres critères que je peux regarder, c'est ma volatilité, max drawdown, Sharpe ratio. Volatilité, c'est l'écart type en mathématiques, c'est à quel point ça fluctue. Max drawdown, c'est la perte maximale sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Et Sharpe ratio, c'est la performance ajustée au risque sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Quand c'est supérieur à 1, ça veut dire que la performance que j'ai eue, elle compense plus que le risque que j'ai pris. Et quand c'est inférieur à 1, ça veut dire que le risque que j'ai pris ne compense pas assez ma performance obtenue. Voilà, c'est un peu les informations principale. Et pour venir, je vous avais dit qu'on pouvait regarder aussi la fact sheet d'un ETF pour voir des informations plus en détail. Par exemple, je vais revenir sur le site précédent qui était Just ETF pour vous la présenter. Donc on se retrouve de nouveau sur cette page de ETF avec mon bon ETF. Donc la fact sheet, je vais cliquer ici pour y aller. Maintenant que j'y suis, je peux voir les informations principales de cet ETF. Donc j'aurai la classe d'actifs action, l'indice, le nombre de positions, voilà, d'autres informations, le risque. Ma performance en year to date, on voit que j'ai 0,73. Pourquoi? Le S&P 500 a augmenté, mais le taux de change, le change euro-dollar n'est pas allé dans mon sens. Donc ce qui a fait qu'en euros, je n'ai pas été le plus gagnant. J'ai fait quasiment du break-even, du sur place. Et là, on voit la performance sur 3 ans. Donc là, j'ai plein de performances, mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est ça. Les principales positions, donc la première position, Nvidia, j'ai 8%, les secteurs, la tech, j'ai 35%, finance 15%, etc. Et donc j'ai 100% US, comme c'est un indice national au niveau des US. Et j'ai aussi, au niveau de risque, la volatilité, tracking error. Donc tracking error, c'est à quel point? C'est la volatilité de l'écart de performance entre mon indice et mon ETF. On s'en moque un peu pour moi, tracking error, c'est plutôt tracking différence qui nous intéresse. Et ça, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de se plonger dedans. Et ça, tous les disclaimers qui sont un peu la base. Donc, bref, je pense que fact sheet, si on veut creuser un peu plus un ETF, c'est important de comprendre les positions, les secteurs et aussi tracking différence, voire tracking error. Tracking error un peu moins, mais surtout tracking différence. Et pour finir cette vidéo, je vais revenir sur Just ETF. Donc, cet ETF, ça peut être l'un des meilleurs ETF S&P 500 sur PEA. Mais bon, comme on l'a vu dans cette vidéo, ça dépend est-ce qu'on veut se hedger, oui ou non, et à quel point on veut avoir les frais les plus faibles. On peut avoir des frais encore plus faibles que ça en ayant moins de taille de fonds. Mais bref, on va être à 1, 2, voire 3 points de base. Donc, c'est vraiment assez marginal. Et après, il faut regarder la fact sheet avec la tracking error, tracking différence, plus les positions. Mais bon, comme on va être sur le même indice, quels que soient les ETF, si c'est du S&P 500 classique, ça sera plus ou moins les mêmes pondérations pour les boîtes et pour les secteurs. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Le but, c'est pas de faire un conseil en investissement, mais c'est plutôt que vous compreniez mon raisonnement, comment je fais pour aboutir à cet ETF par exemple. Donc voilà, donc si vous voulez investir par exemple 50, 100, 200, 300 euros par mois, je pense regarder des contenus gratuits sur YouTube, cette vidéo de d'autres créateurs, ou même d'autres vidéos que je peux faire sur mes réseaux sociaux, Insta ou d'autres. Je pense que ça vous aidera énormément. Mais si vous souhaitez investir plus d'argent, plusieurs centaines d'euros par mois, plusieurs milliers d'euros par mois, ou bien que vous ayez un héritage qui est tombé récemment, une grosse prime, un gros bonus, etc., et que vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment faire pour avancer, nous, on a un accompagnement dans lequel on aide les particuliers à qui se lancent, qui soient autonomes pour investir et comprendre leur investissement. Si ça vous intéresse, il y a un lien en description pour prendre un appel avec l'un de nos conseillers pédagogiques qui va étudier en détail votre profil et qui va vous présenter nous ce qu'on fait. Ensuite, on verra si on peut bosser ensemble. Si on peut bosser ensemble, on vous expliquera du coup en détail comment on peut vous accompagner. Et si on ne peut pas vous accompagner, eh bien, on vous orientera vers d'autres solutions qui seront peut-être les plus adaptées à votre cas spécifique. Voilà. Et maintenant, si vous souhaitez aller encore plus loin et obtenir mon comparatif complet des meilleurs ETF sur PEA selon moi, là, on a vu que la S&P 500, mais il existe plein d'autres indices. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien en description pour obtenir mon comparatif complet des meilleurs ETF sur PEA. Donc bref, si ça vous intéresse, le lien est en description. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.